si cette rotifère a eu un œuf, parce qu'elle s'est reproduite asexuellement, un œuf, au moment où vous l'avez déshydraté, 10 ans plus tard, elle va se réhydrater, l'œuf va se réhydrater, et le bébé rotifère sera né parfaitement normal, comme si les 10 ans ne se sont pas passés. Et donc, voilà, ça nous a vraiment fascinés. Et ça, c'est en commun avec cette bactérie ici, que vous pouvez le plus facilement cueillir dans le désert. Vous prenez du sable du désert, vous mettez dans l'eau. Toutes autres bactéries sont mortes, desséchées et irradiées par ultraviolet solaire. Et celle-ci, elle va apparaître. Voilà ce que disent NASA et Guinness Book of Records. Et ce qui est commun à tardigrade, rotifère comme bestiole et cette bactérie ici, c'est la résistance à la dessiccation, ça veut dire déshydratation radicale, extrême. Chaque fois qu'on acquiert la résistance à la déshydratation, on acquiert en même temps, collatéralement ou byproduct, la résistance aux radiations. Donc la chimie qui permet cette résurrection après long temps de déshydratation, qui permet l'entrée dans la vie, ça permet aussi de survivre les dégâts des radiations. Vous allez voir. Voilà, ça c'est cette bactérie ici. Comment elle se divise, et ça sont des granules de polyphosphate. On ne va pas avoir le temps pour ça. Mais seulement pour vous impressionner un tout petit peu, ça sont les bactéries de type sauvage. Ça c'est Chiranella onesiensis, une bactérie normale. Et ça c'est Deinococcus radiodurans, ça c'est Escherichia coli ici. Pour vous dire, quand on dit très résistant, qu'est-ce que ça veut dire? Ici il y a une bactérie sur million qui a survécu. Ici il y a encore 100% qui ont survécu à des doses de centaines de fois plus élevées. Et puis on s'est rendu compte que toutes ces bactéries ici, à chaque dose, l'ADN est cassé également chez toutes les bactéries. Donc ce n'est pas que l'ADN est protégé. C'est ici ce qu'elle est réparée ici, et elle n'est pas du tout réparée chez Escherichia coli, encore moins ici. Donc le dégât est voilà, ça c'est le chiffre, 0,04 cassure-double-brin par mégabase par gray d'irradiation dans toutes les espèces, inclus nos cellules. Et ici ça répare, ici évidemment ça ne répare pas, ici il n'y a pas de survie, en fait. Même ici ça répare tout, mais ici ça ne répare rien. Et pourquoi? Et nous avons trouvé la réponse à ça. Voilà, ça c'est le mécanisme. On ne va pas du tout se fatiguer. Regardez seulement l'image cartoon parce que c'est beaucoup de travail. On a trouvé 50 ans plus tard, il y avait divers d'autres, il y a Craig Venter qui a essayé de voir ça parce qu'il voulait utiliser ceci comme génie génétique, de faire une mosaïque génétique. Ben, on a gagné avec Xenia seulement et moi, à deux pratiquement. Et donc on a trouvé le mécanisme, et ce mécanisme est déjà connu. C'est Synthesis Dependent Strand Annealing, SDSA. Seulement, la bactérie ou nos cellules vont réparer entre 5 et 10, et après c'est trop, après des radiations, et ici ça va réparer des milliers de cassures. 200-300 par génome, à 5 copies du génome, des milliers de cassures seront réparées par ce mécanisme ici, qui est un peu comme si c'était un PCR voilà, dans deux directions, et puis le chromosome réparé est néosynthétisé vieux, néosynthétisé vieux, néosynthétisé vieux, et comme ça 100 fois s'il y avait 100 cassures. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est beau à voir quantitativement que c'est tellement efficace, et finalement, ça fait la chromosome linéaire, il faut la recombinaison chevauchement et le crossing ovaire pour en faire le cercle comme avant les radiations. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas la quantité des cassures qui est différente chez les sensibles ou hyper résistants, on n'a pas trouvé de nouveautés. Ça, c'est dans ce travail ici. On a trouvé les ancêtres
racines qu'on connaît déjà, tout le monde les a. Comment se fait-il que, sans faire plus de ces protéines, ni de nouvelles protéines de réparation, ni des protéines qui ont une activité spécifique plus grande, pourquoi ici c'est tellement efficace par rapport à E. coli, par rapport à mes cellules? La réponse était difficile à trouver car extrêmement simple. Ça, c'est un peu l'image de la chimie des radicaux d'oxygène pendant l'irradiation. Le radical le plus corrosif est celle-ci. On le trouve dans le métabolisme normal. Ça va dans deux sens d'ailleurs. Il suffit, on est radical parce qu'on est excité. On a un électron non apparié de trop, ou on est avide on est avide, il faut l'arracher à quelqu'un d'autre. Et donc, quand on se débarrasse d'un électron de trop, on se stabilise, mais on déstabilise quelqu'un d'autre à qui on a transmis ça. Ça, c'est typique pendant l'oxydation des lipides. Mais ici, je vous montre ça seulement pour vous montrer combien c'est difficile de trouver un antioxydant, de bloquer ici. C'est comme un réseau ferroviaire de SNCF. Et vous voulez, avec vitamine E, bloquer une trace, et bien on va autour et on crée d'autres radicaux. Donc c'est très difficile en même temps de bloquer tout. Il faut, pour silencier les radicaux libres d'oxygène, il vous faut bloquer tout. Il faut un cocktail de molécules et c'est exactement que cette bactérie a évolué. Je vais vous le montrer. Voilà, donc ça c'est la source des dégâts, et allons voir maintenant les dégâts. Les dégâts, voilà, proline, arginine, lysine et thréonine, les 4 acides aminés vulnérables, et ça fait beaucoup de différences. Hein. Vous voyez, proline et arginine deviennent la même chose. C'est une confusion dans la protéine énorme. Lysine devient quelque chose d'autre. Et il n'y a pas de réparation de ça. Il faut que toute la protéine va à la casse. On peut récupérer peut-être des acides aminés non endommagés, mais il n'y a pas de réparation comme tirer une mauvaise dent et remettre une bonne dent. Voilà, quand il y a l'oxydation des protéines, c'est surtout les différents systèmes de chaperon qui détectent la protéine anormale. Et le protéasome, il y a un protéasome spécialisé 20S par 26S. Chez nous, il y a chez E. coli, vous allez voir, l'ORN et E. coli, qui dégradent cette mauvaise protéine oxydée. S'ils ne sont pas efficaces, parce que la protéolyse se fait par les protéines aussi, hein, ce protéasome est constitué de protéines, ils sont aussi oxydables, ils sont des mortels de protéines, ils font mal ce travail, et après on peut avoir cet agrégat. Ça, on ne va pas parler de ça. Mais la méthode est ici, voilà, il faut détecter dans la cellule ce changement de CH ici, CO, et on le fait par une dérivatisation avec un hydrazine ici. On attache de façon covalente cette molécule ici, un dinitrophénol, chez lequel, je crois que c'était le premier anticorps monoclonal qui était fait contre cette molécule. Et donc avec anticorps monoclonal, on détecte ça. Et donc, si la réaction était fidèle, ça en ça, alors la détection de ça équivaut à détecter ceci. Et voilà, ça c'est le résultat, le premier résultat d'ailleurs. Je regarde toujours parce que c'était fantastique. Ça c'est E. coli, ça c'est radiodurance. Je vous dis, à chaque dose, l'ADN de E. coli à radiodurance est cassé avec même efficacité. Le nombre de cassures est le même ici et ici. Mais regardez sur l'oxydation des protéines. Évidemment, ça c'est le signal d'oxydation. D'abord, sans irradier, il y a 5 fois plus d'oxydation chez E. coli que chez radiodurance. Donc la qualité du protéome est meilleure, constitutionnellement meilleure chez radiodurance que chez E. coli. Si je dois synthétiser, enfin, produire une protéine thérapeutique qui est précieuse, etc., moi je le fais ici, car vous voyez ici, la qualité est meilleure. Mais vous voyez, avec irradiation, qu'est-ce qui se passe chez E. coli? Ici, on est à saturation, à 1500 Gray. Tout ce qui était oxydable est oxydé, vous allez voir, on ne le voit pas ici, mais vous allez le voir, tandis qu'à 2500, Deinococcus comme s'il n'a pas été irradié.
Si je n'avais pas vu que l'ADN est cassé un petit morceau, je n'aurais pas connu. C'est comme si rien ne s'est passé. Une protection du protéome entier, fantastique. Il faut monter à 2 millions de rad ici pour arriver à cette saturation. Comment se fait-il? Alors on a fait avec les extraits. Interrompez-moi. Ça c'est le résultat principal, il est publié. Ça c'est facile. Et je vois que je n'aurai pas le temps de vous raconter les choses les plus amusantes. Si on fait les extraits, on les irradie. Ici, rien ne va se passer aux extraits de Deinococcus. Ça va se passer à l'extrait irradié de E. coli. Et puis si je le mélange avant d'irradier, ça va se comporter comme ça. Donc, l'extrait, il y a quelque chose de diffusable qui protège dans le cytosol de Deinococcus, qui protège les protéines de l'espèce sensible aussi bien que les siennes. Donc ce n'est pas que les protéines de Deinococcus sont en inox, mais qu'il y a une protection qui est généreuse, elle va bien servir à protéger aussi bien les protéines. Et puis si on isole cette protéine ici, ils sont aussi sensibles que celle-ci. Donc c'est quelque chose qui est dans le cytosol. Et puis on a regardé, ça c'est un cocktail de petites molécules. Je serais fier un jour, mais je n'ai pas eu l'argent du public pour travailler sur ces folies, donc pour les identifier. Je sais seulement que ce sont petites molécules plus petites que 3 kilodaltons, qu'elles ne sont pas toxiques à la souris. J'ai hâte de les tester sur moi-même. Mais en tout cas, on travaille maintenant sur HPLC, comme ça, lentement, avec le d'argent qu'on a, pour identifier de quoi il s'agit. On sait seulement que ce n'est pas toxique pour la souris, on les a nourris. Et les souris vivent plus vieilles? Comment? Et les souris vivent vieilles? Mais on a démarré ça il y a un mois et demi, et on va voir, oui, on a pris les souris vieilles pour savoir si on va arriver à la fin. Si ça marche, si le vieillissement, c'est ce que je le dis, et si ça marche comme ça, si je commence, moi, à prendre cet antioxydant, et s'il marche bien chez moi, je ne m'attends pas seulement d'arrêter mon vieillissement, mais de rajeunir. Pour la raison, parce que les protéines sont le turnover. Tu dois essayer sur un modèle de... Comment? Tu vas essayer sur un modèle de truc qui vieillit plus vite. Tu vois, nous, on a des poules, les poules meurent en un mois. Donc, tu vois, pour évaluer la capacité de survie par rapport aux témoins, bien entendu, tu vas beaucoup plus vite si l'espérance de vie n'est que de 1 mois. Pour tu vois la collaboration, absolument. Parce que si tu montres que ton pouls vit 2 mois au lieu d'1 mois, il te faut 1 mois pour le démontrer. J'en ai 3, je vais mettre en quatrième, j'en ai 3 poses de quatrième. Toutes les données que vous allez voir, c'est une seule postdoc dont le nom est Anita Krishko, que vous avez vu au début. Alors bon, vite, ça c'est E. coli en rouge, Deinococcus en bleu, ça c'est la courbe de survie de E. coli, courbe de survie de Deinococcus, ça c'est la courbe de carbonylation des protéomes de E. coli, ça c'est la courbe de carbonylation de Deinococcus, ça c'est gamma, ça c'est UV, mitomycine, tout marche comme ça. Voilà. Et puis on peut se demander, est-ce que le protéome de Deinococcus est intrinsèquement aussi plus résistant à l'effet d'oxydation? Et la réponse est non. Ici, je n'ai pas mis les données sur les animaux, mais on a ça pour la mort reproductive chez les rotifères, et les nématodes sont comme ça. C'est seulement là, ça c'est shifté par un facteur de 3 en dose, mais pour les animaux, ça tient aussi. Exactement le même résultat. Animal robuste est en bleu, et normal est en rouge. Si je mets ici les carbonyles, oxydation encourue par milligramme de protéines, et ici la survie, enfin le killing plutôt, alors que je mets E. coli, Deinococcus, UV, gamma, tout c'est la même chose, ça veut dire que le protéome de toutes les espèces robustes ou pas robustes, et n'importe quel traitement, il est aussi sensible, il est sensible d'une façon très semblable.